Hello Moussaillon. Alors la dernière fois, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé subitement. J'étais en train de te donner des explications sur le mode de fonctionnement du Nanopack. Tu sais, cet inventaire numérique. Je sais pas si tu as tout compris, mais aujourd'hui, on se retrouve sur UX Island, et comme tu peux le voir par la fenêtre, on est en face de UI Island, sa petite sœur. Et on ira peut-être jeter un coup d'œil à un de ces quatre pour y faire un sujet. Et là, je t'ai concocté un petit top 11 des lois et des règles en matière d'expérience utilisateur. Alors c'est parti. Première loi, la loi de Fitts. C'est en 1954 que le psychologue, professeur et officier américain Paul Fitts, ouais rien que ça, publie une loi qui dit que le temps d'atteinte d'une cible varie en fonction de la taille de cette cible et de la distance parcourue entre l'individu et cette cible. Voilà, je pense que tu n'as rien compris, donc je vais te prendre un exemple un peu plus concret. Admettons, tu es sur un site internet ou une application mobile. On te propose de t'inscrire ou de te connecter. Tu as donc deux call to action, ces deux boutons d'action côte à côte qui vont déclencher une action. Si ils sont agencés de cette manière et qu'ils ont cette taille, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien ça va forcément augmenter le temps d'atteinte de ces boutons-là, puisque tu vas avoir tendance à bien viser, puisque de peur de viser à côté. Et puis en plus, ces deux call to action sont quand même éloignés de tes doigts. Donc pour réduire ce temps-là, eh bien on va les grossir, quitte à les mettre les uns en dessous des autres, et puis on va les rapprocher des doigts de l'utilisateur. Et maintenant, la loi de Hick. Alors, tiens-toi bien, ce sont deux vieux briscards du nom de William Edmund Hick, un psychologue américain, et Ray Hyman, un psychologue britannique, qui ont établi une règle qui dit que le temps nécessaire pour prendre une décision augmentait avec le nombre et la complexité des choix. Ça paraît logique, mais on a tous en tête ce passage du film 99 francs où la mère est en train de choisir une marque de yaourt et d'ailleurs a beaucoup de mal à faire son choix. Mais pour reprendre un exemple un peu plus concret, on a tous aussi en tête ce formulaire d'inscription qui est très long. Tu sais, ce formulaire, on te demande plein d'informations et là où tu es sur le point de tout abandonner. On va te demander ton prénom, ton nom, ton adresse mail, ton mot de passe. On va te demander également ton numéro de voix, ton libellé de voix, ton pays, ta ville, parfois même ton numéro de SIRET, ton numéro de sécurité sociale, ton carte de fidélité, ton numéro de carte bancaire. Bref, c'est très chiant. Donc, on va plutôt partir sur un formulaire en plusieurs étapes. Pourquoi pas le décomposer afin de garder l'utilisateur sur notre site. Et quitte, dans un premier temps, à demander des informations essentielles comme son nom, pourquoi pas son mot de passe, son adresse mail, et après, dans un second temps, sur son profil, on peut lui faire des petites relances pour lui demander des informations supplémentaires. Troisième, la loi de Jacob. Alors lui se repose sur le schéma mental de l'individu. En tant qu'être humain, on a tous des habitudes, on a tous des attentes face à un produit, face à une interface. Et si on reprend un exemple du quotidien, le micro-ondes, on est tous plus ou moins capables de gérer les fonctionnalités principales telles que ouvrir ou fermer la porte avec le bouton qui se situe généralement en bas. On a aussi la molette qui permet de gérer l'intensité ou la durée de la cuisson. Et ça, on n'a pas forcément besoin d'une notice quelle que soit sa marque. C'est exactement pareil pour un objet emblématique de la télévision qui est la télécommande. On est habitué à retrouver en général le bouton d'extinction en haut à gauche ou en haut à droite. C'est exactement pareil pour le web, application mobile, site, vitrine, site e-commerce. On est généralement habitué à retrouver un menu en bas pour les applications et plutôt en haut dans l'entête pour les sites, vitrines et e-commerce. Alors on peut avoir tout à fait l'inverse, quelque chose qui est complètement différent, mais en général ce sont des applications ou des sites concept où on tente des nouvelles ergonomies. Il faut essayer de ne pas trop chambouler le schéma mental de la personne, du consommateur, de peur qu'il parte ailleurs. Donc, ok, pour l'innovation, on peut avoir quelque chose de différent, mais attention, il faut avoir une transition, que ça soit plus progressive et que ça soit pas une rupture brutale où il va s'y perdre dans les méandres du produit. D'ailleurs, si on reprend un exemple du site e-commerce, sa fiche produit,
On a l'habitude de retrouver la photo du produit à gauche. À droite, on va retrouver des informations comme le titre, la description, la notation, des attributs comme la couleur, la taille, et puis ce call to action, ajouter au panier ou acheter, qui sont en général des verbes à infinitif, puisque c'est prouvé que ça permet d'optimiser le taux de conversion. Quatrième, la théorie de Gestalt. C'est la psychologie de la forme, et là c'est un peu particulier puisqu'elle englobe plusieurs petites règles. Il y en a quand même une bonne dizaine. On a la loi de la proximité, la loi de la similarité, la loi de la continuité, la loi de la synchronicité, etc. On va pas toutes les voir aujourd'hui, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais pour te mettre l'eau à la bouche, eh bien je vais te donner la loi de la simplicité, qu'on appelle aussi la loi Pragnanz, et qui dit qu'en fait les gens percevront ou interpréteront une image complexe ou ambiguë comme une forme simple. Donc c'est celle qui nécessite le moins d'efforts cognitifs de notre part. Si on reprend l'exemple du call to action, le call to action a cette forme rectangulaire. Il aurait cette forme avec des angles assez loufoques. De toute façon, le cerveau l'interpréterait de la façon la plus simple comme un rectangle. Donc allons à l'essentiel et faisons donc une forme rectangulaire. Cinquième loi, la loi de Miller. Alors c'est en 1956 que le psychologue américain George Armitage Miller mit en place une règle qui dit que tout individu est capable de mémoriser 7 éléments plus ou moins 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si je te donne par exemple une liste de mots, eh bien tu es capable de m'en ressortir 5 au minimum, et si tu es sacrément coriace, tu peux aller jusqu'à 9. Mais là je te vois venir, tu fais le malin, et bah ça tombe bien, je t'ai prévu un petit exo, je te donne une liste de mots et on va voir si tu es capable de me les ressortir un par un et dans l'ordre que je te les ai énoncés. Attention, c'est parti. Pirate, perroquet, moussaillon, trésor, frégate, boucanier, taverne. Ça semble compliqué, hein. Là, je t'ai donné une liste de 8 mots, ce qui est déjà énorme. Si tu es capable d'en ressortir 5 dans l'ordre que je te les ai énoncés, c'est déjà très bien. En fait, il y a une étude récente qui remet en cause l'interprétation de Miller et qui dit qu'on serait plutôt capable de retenir entre 3 et 5 éléments. Là, je te vois rassuré. Et si on remet ça dans un contexte qu'on connaît bien, qui est le menu de navigation, eh bien, vaut mieux partir sur 3 à 5 catégories, 3 à 5 liens, plutôt que de partir sur 7 éléments. Ça va permettre d'optimiser la concentration de l'individu et de moins surcharger la mémoire de travail. Sixième, le rasoir d'Occam. Alors là, c'est un principe très ancien qui repose sur la simplicité, qui nous dit qu'il faut analyser chaque élément, supprimer autant que possible sans compromettre la fonction globale. Ça veut dire qu'il faut aller à l'essentiel. Si on prend un exemple classique qui est le système d'inscription et newsletter, imaginons on clique sur un bouton, on a une pop-up qui s'ouvre qui nous demande un champ de saisie pour l'adresse mail, un champ de saisie pour le mot de passe et un bouton OK. Là, ça nous fait une double action. On peut être encore plus efficace en mettant juste un champ de saisie pour saisir l'adresse mail et le bouton OK, et à ce moment-là, on optimise l'efficience de l'utilisateur. Septième loi, la loi de Parkinson. Alors cette loi n'a rien à voir avec la maladie, mais elle dit que quand on a une tâche à effectuer et qu'on a du temps pour la réaliser, eh bien notre cerveau va prendre son temps, il va se détendre. Alors qu'au contraire, quand on a une pression, eh bien notre cerveau va se concentrer sur les choses les plus importantes pour les réaliser et les terminer dans un temps qui nous est imparti. Alors en fait, il va falloir travailler efficacement et rapidement. Si on reprend un contexte qui nous est bien connu, le formulaire de connexion. Tu sais, là où on a un champ de saisie à remplir pour l'adresse mail et un champ de saisie pour le mot de passe. On a très souvent en dessous une case à cocher, se souvenir de moi. Et bien c'est cette case à cocher qui va nous permettre de gagner du temps sur les sessions suivantes. On n'aura plus besoin de re-rentrer ces informations-là. Si on reprend un autre exemple qui est celui d'Amazon, eux ont bien compris qu'il fallait raccourcir les délais de commande de peur que l'individu prenne trop de temps et qu'il laisse en fait cette commande à l'abandon. Eh bien ils ont inventé le one click. Et le one click va déclencher une commande sans avoir à rentrer les informations comme les coordonnées bancaires, l'adresse de livraison, etc. Tout déjà a été enregistré au préalable. Huitième loi, le Serial Position Effect. Alors cette loi est très simple, elle dit que tout utilisateur aura tendance à se souvenir du premier élément d'une série, qu'on appelle The Primacy Effect, et du dernier élément d'une série, The Recency Effect. Là, si je prends un contexte de la vie de tous les jours,
présentation d'un book, d'un portfolio auprès d'un recruteur ou d'un client, je te conseille dans un premier temps de présenter l'un de tes meilleurs projets. Ensuite, tu passes en revue les projets moyens, pas forcément très bons, et tu termineras toujours par le meilleur projet. Là, le recruteur, le client, aura en mémoire les deux extrêmes et va avoir une expérience plutôt positive. C'est exactement pareil sur une application ou sur un site internet. Il faut que tu sois stratégique sur ta position dans un menu ou dans une galerie d'images. Deuxième loi, la loi de Tesler, connue aussi sous le nom de loi de la conservation de la complexité. Elle stipule que pour tout système, il existe une certaine quantité de complexité qui ne peut être réduite. Ok, je crois que là, tu n'as rien compris, mais si je te donne un exemple un peu plus concret, celui de la réservation de billets d'avion, eh bien, tu es d'accord avec moi qu'il y aura des champs de saisie à remplir, comme par exemple le lieu de départ, le lieu d'atterrissage, la date d'aller, la date de retour, le nombre de passagers, ainsi que la classe économique ou première classe, si jamais tu as envie de sortir le chéquier. Mais tout ça va te donner en retour des informations comme la disponibilité des billets, le prix des billets, la compagnie aérienne, etc. Donc tu vois bien qu'à ce moment-là, on ne peut pas simplifier le design autant qu'on voudrait. Et maintenant, une dixième loi, le von Ristorff effect, qu'on appelle aussi effet d'isolation. C'est en 1933 que la psychologue Hedwig von Ristorff publie dans un article que lorsque plusieurs objets similaires sont présents, eh bien celui qui diffère du reste, c'est le plus susceptible d'être mémorisé. Si on prend un exemple d'une grille d'éléments, ils sont tous basés sur la même taille, sauf l'un d'entre eux qui sera plus grand ou plus petit que ses voisins. Et bien c'est celui-là qui va se détacher. Un autre exemple, une grille d'éléments qui soit basée sur la même forme. Ils sont tous carrés sauf l'un d'entre eux qui sera rond. C'est celui-là aussi qui va se détacher du reste. Maintenant, si on prend plusieurs objets basés sur la même couleur sauf l'un d'entre eux qui est rouge, et bien là ça va créer aussi un contraste, il va se détacher du reste. Et c'est d'ailleurs ce qu'a utilisé la marque Old Spice pour l'un de ses spots publicitaires qui a cartonné. Hello ladies, how are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body wash? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do. Swan dive into the best night of your life. So ladies, should your man smell like an Old Spice man? You tell me. 11e loi, le Zeigarnik Effect. Alors c'est une psychologue du nom de Bjuma Zeigarnik. Bref, Zeigarnik qui dit que les gens se souviennent mieux des tâches inachevées ou interrompues plutôt que des tâches terminées. D'ailleurs, les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter et autres ont très bien compris ce principe. Ils te demandent de remplir un profil dans le but d'atteindre un certain pourcentage sur une barre de progression et de devenir un expert. Et ils savent pertinemment que cet objectif, tant qu'il n'est pas rempli, sera coincé dans ta tête. Ça va t'inciter à revenir sur leur site. Donc un très bon moyen d'accrocher l'utilisateur, c'est de leur proposer une liste de tâches à remplir ou une barre de progression dans le but de déclencher une action ou de déclencher une récompense. Psst, tu aimerais connaître les prochains plans du capitaine et savoir ce que manigancent ses acolytes sur les prochaines vidéos? Tu aimerais récolter quelques indices? Alors n'hésite pas à jeter un œil par la serrure en allant sur instagram.com/captain_fed. Cette vidéo t'a plu et tu souhaites encourager le capitaine dans son aventure? Alors clique sur le pouce en l'air en dessous de la vidéo et comme dirait le capitaine, N'hésite surtout pas à t'abonner.